Moi, ce que je trouve le plus frappant dans tes textes, là, c'est qu'on a l'impression que ton attention aux animaux, elle agit immédiatement dans ta manière d'en parler. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'en même temps, en effet, c'est ce que tu viens de dire, l'ouvert joue un certain rôle, malgré toi, de ponctuation. Voilà, tout ce que la présence animale autour de nous apprend, ce à quoi ça nous rend sensibles, c'est à nous accorder avec quelque chose qu'il faut bien essayer de nommer, et donc que tu nommes l'ouvert. Si tu me permets, ça va faire par ce biais, je vais trouver une transition avec les livres dont nous devons parler aussi, qui sont ces deux dialogues, en racontant une petite histoire. Justement, Gilles Ayot, en dehors d'être un grand peintre et un grand poète aussi, je crois, eh bien, il était, et là c'est plus généralement connu et reconnu, il a été un très très grand scénographe. Et notamment, il faisait les décors, comme on dit, ça ne correspond pas, il faisait les scénographies de Klaus Michael Gruber. Mais ça, il n'a pas pu le faire avec Gruber, mais il l'a fait subir à d'autres metteurs, un autre metteur en scène, sur lequel il avait plus de pouvoir encore, beaucoup plus de pouvoir. Et en plus, il avait la liberté de l'inventer, puisque c'était une pièce de lui, qui s'appelle Vermeer et Spinoza. Et dans cette pièce, il avait réussi à faire venir une célèbre actrice qui s'appelle Sonia, qui était un chameau, une chamelle en fait, du cirque Bouglione. Et pour les malheureux acteurs qui jouaient dans cette pièce, la chamelle était là constamment sur le plateau. Et c'était terrifiant pour eux, parce que Gilles Ayot était plié en deux de façon un peu perverse, de bonheur à voir ça. C'est-à-dire que le moindre mouvement que faisait ce chameau, en plus, c'était pas un très grand théâtre, donc c'est grand un chameau quand même. Hein, imaginez s'il y en a un derrière nous. Et dès que cette chamelle bougeait, remuait, ou émettait un son, ça détruisait comment on pourrait dire, l'addiction, d'une certaine manière, des acteurs. C'était terrible pour eux d'avoir cette rivalité muette et cette espèce d'autre présence, cette espèce d'incapacité dans laquelle se trouve l'animal de présenter, au sens où vous le dites dans la scène. Donc voilà, c'est comme ça, c'est par là que ça passe, puisque dans ce livre, il y a de très nombreuses scènes. Hein. Mais attends, alors quand même... Attends, là tu vas me couper, ça va être terrible. Oui, tu vas se casser la figure. Non, mais parce que je me demande s'il ne faut pas, non, parce qu'on a vu, tu vas pouvoir faire le record si tu veux, mais je crois qu'il faudrait quand même permettre un petit moment de discussion, parce que si quelqu'un veut poser une question, faire une observation au sujet des animaux, oui, ben, j'ai vu, mais bon. Justement, pour compléter, en fait, ce que vous venez de dire avec la chamelle, ce qui était le plus stressant, c'est que la chamelle n'arrêtait pas à bouger les mâchoires et il ne sortait pas de sang. Oui. Et alors, quand elle bougeait la tête, elle regardait comme ça, les yeux un peu fermés, c'était du dédain. Et ça, c'était... Bon, alors... non, parce qu'il y avait quand même une petite question que Marc Trivier, moi, nous voulions te poser, alors comme il faut que je la pose, c'est que il y a ce qui manque quand même dans ton livre et dans tes livres sur les animaux en général, c'est que tu ne dis pas grand-chose des animaux domestiques. L'image dominante, c'est des animaux dans une nature sauvage, libre, etc. Donc, on sent que l'animal domestique est un peu méprisé. Est-ce que malgré tout, le fait que l'homme domestique des animaux et que certaines espèces animales se prêtent à la domestication,
est-ce que c'est pas aussi une région quand même qui appartient à tes intérêts, au fond? Non, non, pas du tout. Je ne méprise pas du tout ces malheureux animaux domestiques. Simplement, à un moment donné, je ne sais plus où, hein, je ne veux pas retrouver là, pour les animaux qui sont en cage, par exemple, dans les zoos, ou la plupart des animaux d'élevage, ça vient de la phrase d'ailleurs de Gilles Ayol, magnifique, où il dit « L'animal est comme un pays, il n'est jamais en dehors de chez lui ». L'animal ne peut pas se quitter, c'est ce que j'essaie de dire à travers le chameau. Et l'homme serait évidemment complètement différent comme animal des autres animaux à cet endroit-là. Et je dis que par rapport à cette habité en soi et chez soi de l'animal en nature, disons, libre, que ce soit au zoo ou dans l'élevage, l'animal est en exil. Et je pense que les animaux domestiques aussi, si charmants soient-ils, le chat, le chien, le poisson rouge, etc., ils sont en exil. Et que pour ce dont j'ai à traiter dans le rapport de l'homme aux animaux, je préfère mettre entre parenthèses ces situations où ils sont quand même en exil, un exil qui est peut-être plus heureux pour beaucoup d'entre eux que leur vie naturelle, si tu m'accordes cette expression. Mais voilà. Et puis d'autre part, le registre de l'animal domestique peut-être demanderait un traitement tout particulier. Mais je pense que il y a ce dont j'ai à parler là, à propos de la relation des hommes aux animaux, toutes ces histoires de langage aussi, je pense qu'elles passent par, en tout cas, des animaux qui, par exemple, n'ont pas de nom. Et c'est très choquant pour moi, d'ailleurs, dans les zoos, très souvent, on donne des noms aux animaux qui sont là. Hein. Et bon, ça peut être touchant, charmant, amusant. Je me souviens, par exemple, c'était une personne presque aussi célèbre que les joueurs de football du FC Barcelone, c'est pas peu dire, Flock de Neve, le gorille albinos du zoo de Barcelone. Même quand il est mort, la presse ne parlait que de ça, etc. C'était un héros de la ville. C'est joli de savoir que ça s'appelait Flocon de neige, etc. Mais en même temps, déjà, il y a un mode, par le nom, hein, c'est pas un hasard, par le nom, il y a un mode d'appropriation, etc. etc. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui ont des chats, par exemple, ils résistent à ça. C'est-à-dire, on donne les noms vraiment les moins noms, ou on dit le chat. C'est un refus de cette mainmise par le nom, etc. Qui est, disons, représentatif de ce que j'appelle, pour aller vite, l'exil. Voilà. C'est dans cette mesure-là que j'en parle peu, mais peut-être que ce serait intéressant d'en parler. Mais c'est pas une autre fois. Et par contre, je crois que je parle un peu de l'élevage, et qui m'intéresse davantage comme sujet, comme rapport, comme forme de la relation.